Bocca di Magra, août 1950. Chère Pierina, j'ai fini par te donner ce déplaisir ou cet embarras, mais crois bien que je ne pouvais faire autrement. Il y a une raison immédiate à l'humeur sombre qui s'empare de moi, c'est le malaise où sombre mon élan vers toi, vu que, ne dansant pas et ne conduisant pas, je suis toujours perdant. Mais il y a une raison plus vraie. Je suis, comme on dit, au bout du rouleau. Pierina, je voudrais être ton frère. Avant tout parce qu'ainsi existerait entre nous un lien non futile, mais aussi pour que tu me crois et m'écoutes en confiance. Si je me suis épris de toi, ce n'est pas seulement parce que tu as mon type d'intelligence, que tu agis et parles comme je le ferais. Moi, homme, si au lieu d'apprendre à écrire, j'avais eu le temps d'apprendre à vivre dans le monde. Du reste, il y a la même élégance et la même assurance dans ce que j'ai écrit et dans tes journées. Je sais donc à qui je m'adresse. Mais toi, tout intérieurement desséché que tu sois, voire cynique, tu n'es pas au bout du rouleau, comme moi. Tu es jeune, incroyablement jeune. Tu es ce que j'étais à 28 ans, quand résolu à me tuer pour je ne sais quelle déception, je ne l'ai pas fait. J'étais curieux du lendemain, curieux de moi-même. La vie ne m'était pas encore apparue dans toute son horreur, et je me trouvais moi-même encore intéressant. Maintenant, c'est l'inverse. Je sais que la vie est merveilleuse, mais j'en suis coupé uniquement par ma faute. Je sais aussi que c'est une tragédie futile, comme avoir le diabète ou le cancer des fumeurs. Puis-je te dire, mon amour, que je me suis jamais éveillé avec une femme à mon côté, que les femmes que j'ai aimées ne m'ont jamais prise au sérieux, que j'ignore le regard de reconnaissance qu'une femme comblée adresse à un homme, et te rappeler qu'à cause du travail que j'ai fait, j'ai toujours eu les nerfs tendus, l'imagination rapide et précise, et le goût d'accueillir les confidences, et que je suis au monde depuis 42 ans. On ne peut pas brûler la chandelle par les deux bouts. Dans mon cas, je l'ai brûlée par un bout seulement, et la cendre, ce sont les livres que j'ai écrits. Tout cela, je te le dis, non pas pour éveiller ta pitié, je sais ce que vaut la pitié en de pareilles circonstances, mais par besoin de clarté pour que tu me croies. Et je suis désormais au-delà de la politique. L'amour, c'est comme la grâce de Dieu, l'astuce ne sert à rien. Quant à moi, je t'aime. Je t'aime, Pierina, d'un amour fort comme un feu de la Saint-Jean. Appelons-le le dernier éclat de la chandelle. Je ne sais si nous nous verrons encore. Je le voudrais. Au fond, je ne veux que cela. Mais je me demande souvent ce que je te conseillerais si j'étais ton frère. Hélas, je ne le suis pas. Amour. Pave. Bocca di Magra, août 50. Cher loup, je me sauve parce que j'en ai assez de vos courses après le bonheur, qu'ils soient touristiques ou autres. Je regrette de m'être comporté grossièrement, mais si étrange que cela te semble, ce n'est pas une question de prison ou de quoi que ce soit de semblable. C'est une histoire bien plus longue et enracinée dans la chair. Elle remonte à quand je suis né et que j'ai pris pour la première fois une plume dans la main. I'm fed up, j'en ai plein le dos. Ciao loup, et donne pour moi une chigno da papa. Pavès. Turin, le 17 août. Chère Maria, la clé, je l'ai. Tout va bien, excepté que la lumière ne marche pas. Je me suis installé dans un hôtel où je ne paye pas cher du tout et j'y dors très bien. Il n'est pas nécessaire que tu reviennes lundi 21. Tu peux rester jusqu'à la fin. Les chemises et le reste, on me les blanchit à l'hôtel.
je suis riche. Rien que pour une nouvelle, ils m'ont donné 30 000 lire. Salue Federica et remercie-la de son billet. Dis-lui aussi que si Dieu m'a donné de grands dons, il a donné aussi le cancer à beaucoup. Il en a rendu d'autres idiots, d'autres encore, il les a fait tomber tout petits. On ne voit pas où est cette grande bonté, à moins qu'on doive le remercier toujours, qu'il frappe ou qu'il caresse. Dans ce cas, je n'y comprends rien. Enfin, nous chicanerons une autre fois. Voici 5 000 lire pour le curé de Castellazzo. Comme ça, il continuera à prêcher ses sornettes. Espérons que lui au moins il y croit. Portez-vous bien. Moi je vais bien, comme un poisson dans la glace. Ciao a Guglielmo. Cesare. Turin le 17 août. Pierina, si tu ne m'as pas noyé dans l'eau de la Magra, je vis à l'hôtel Roma, place Carlo Felice. Si tu m'as noyé, vis toi-même heureuse et sache que ces jours avec toi, je me les rappellerai toujours. Pave. Une nouvelle fois Turin, une nouvelle fois à la gare centrale. Dans la chaleur d'un été que tout le monde qualifia d'étouffant, Pavese quitta les plages de Boca di Magra après le 15 août. Pour les gens seuls et tristes, la mi-août doit être aussi dure à vivre que les fêtes de fin d'année. Le 15 août a ses petits airs de réveillon. Il dut exaspérer Pavese, qui avait autre chose en tête. À l'heure où le pays entier était à l'arrêt, les pieds dans l'eau, Pavese se mettait en route, à rebours. J'avais déjà rallié Turin depuis Viareggio, plus bas sur la côte versilienne, et j'imagine qu'il emprunta la même ligne, qu'il traversa les mêmes gares, sacrifiant à l'époque une journée de voyage pour regagner la ville. Je soupçonnais un arrêt à La Spezia, après les tunnels qui transpercent la rivière Aligure, un changement de quai dans l'irrespirable gare de Gênes. Une fois débarrassé de ces reliefs indéchiffrables, le train de Turin retrouvait la plaine. Il se déroutait légèrement pour desservir Alexandrie et Asti avant de terminer sa course à Turin, Porta Nuova. Un 17 août, dans la gare vide, Pavese entendit peut-être l'écho de son pas sous la verrière, à moins qu'un homme déjà mort ne marche sans faire de bruit. À peine rentré en ville, Pavese passa chez lui en coup de vent, via la Mormara 35. Maria, sa sœur, était en villégiature dans la maison au volet vert à Serralunga, propriété de sa belle famille. Il s'arrêta, le temps de prendre quelques affaires et de vérifier que l'appartement, vacant depuis des semaines, était bien en état. La lumière. Seule la lumière ne fonctionnait plus. En ramassant le courrier, il trouva un billet de sa cousine Federica. Elle lui adressait ses vives félicitations pour le prix Strega et lui témoignait de son admiration. Cesare, tu as reçu de Dieu de grands dons de l'esprit et du cœur, et je t'envie en pensant au grand bien que tu peux faire par tes livres. Ici, au pays, ceux qui lisent les journaux ont rappelé ton nom et te félicitent. Le curé t'attend pour déboucher une bouteille de mousseux. Viens quelquefois te reposer et prendre ici ton inspiration pour de nouveaux écrits. En vieux garçon, au lieu de rester seul à la maison, il choisit de s'installer à l'hôtel où il dormait bien et où on blanchissait ses chemises. Désormais, s'en amusait-il, il était un homme riche. Incapable de se cuire un œuf ou de repasser un vêtement, Pavese atterrit au Roma, un hôtel des voyageurs en face de la gare, où on attendait un train sur des lits d'escale entre deux correspondances. Cet assistanat le menait peut-être en enfance. Il avait fini par en perdre l'émerveillement pour ne conserver que la dépendance. En paraphrasant André Gide, je songeais que Pavese était resté un petit garçon qui s'amuse, doublé d'un homme désespéré qui l'ennuie.
Sa semaine sainte commençait donc place Carlo Felice en face de Porta Nuova. En août, Turin, ses places et ses avenues désertes devaient ressembler à une ville invisible de Calvino, à un dessin d'Aldo Rossi ou à une toile de Giorgio De Chirico. Je remarquais d'ailleurs par hasard, lors d'une visite à la Galerie d'Art moderne de Rome, qu'il y avait souvent un train en arrière-plan de ces tableaux, une locomotive qui fumait, comme s'il fallait offrir la possibilité d'une fuite à ces décors oppressants. Ce jour-là, Pavese prit le temps d'écrire une lettre à Pierina, une autre à sa sœur et l'avant-dernière page du métier de vivre. Le journal resta plusieurs jours sur son bureau, conservé proprement dans une serviette jaune. En cette fin d'été torride, on ouvrait grand les fenêtres pour rafraîchir les appartements à la nuit tombée. Un soir d'orage, un courant d'air éparpilla les feuillets dans la pièce. Pavese était absent. Rentrée de vacances, Maria et sa fille Maria Luisa ramassèrent les pages une à une en détournant les yeux, par discrétion. Maria Luisa, la nièce, se justifia en expliquant qu'on ne devait pas lire ce qu'écrivaient les autres. Ça ne se faisait pas. Mais ce jour-là, si elles étaient tombées sur le bilan de cette année non terminée que je ne terminerai pas, alors elles auraient essayé de faire quelque chose. Elles auraient alerté les amis, bouleversé leurs vacances. Elles n'auraient pas laissé Pavese seule dans la nuit. Turin, le 21 août. Chère Calamandrène, votre lettre est venue comme une brise dans le désert. Je traversais, et je traverse encore une période des plus tristes, et ne serait-ce que comme réconfort, celui par exemple de se dire qu'on n'a pas travaillé pour rien, et que les meilleurs Italiens s'en sont rendus compte, il a suffi d'elle pour que je respire à nouveau. Les expressions dont vous avez bien voulu user à l'égard de mon œuvre sont telles que si je ne savais pas qui est Calamandrei, j'aurais presque cru à une légère charge. Mais je sais bien le sens qu'elles ont, au contraire, et je considère votre lettre comme faisant époque dans ma vie. J'espère pouvoir sortir des sables où je suis enlisé et travaillant à neuf, vous donner raison à fond. Mais cette sereine contemplation du souvenir que vous avez noté dans mes ouvrages n'a pu exister qu'au prix de tels renoncements dans ma vie qu'aujourd'hui j'en suis à demi-mort. Nous verrons bien. Merci, cher Calamandrei. À vous, Cesare Pavese. Turin, le même jour. Chère Maria Cristina, cher Tullio, j'envie votre chrétienne obstination. Mes cheveux sont autant de serpents, et hélas, j'ai beaucoup de cheveux. Je ne réussis pas à devenir chauve. Le Pristrega, qui s'en souvient? Du vent, tout ça. Vaut-elle la peine, cette gloire? Je suis comme Laocoon. Je m'enguirlande artistiquement de serpents et je me fais admirer. Mais de temps en temps, je m'aperçois de l'état où je suis. Alors je secoue les serpents, je leur tire la queue et eux ils serrent et ils mordent. C'est un jeu qui dure depuis 20 ans. Je commence à en avoir assez. À Rome, je n'ai cherché à avoir aucun ami parce que je n'en avais pas envie. Vivez joyeux et espérons que nous nous reverrons, qui sait, peut-être au ciel. Pavese. Journal, 3 jours plus tôt, le 17 août. C'est la première fois que je fais le bilan d'une année non encore terminée.
Dans mon métier, donc, je suis roi. En 10 ans, j'ai tout fait. Quand je pense aux hésitations de l'époque. Dans ma vie, je suis plus désespéré et plus perdu qu'à cette époque. Qu'ai-je assemblé? Rien. Pendant quelques années, j'ai ignoré mes tares. J'ai vécu comme si elles n'existaient pas. J'ai été stoïque. Était-ce de l'héroïsme? Non, je n'ai pas eu de mal. Et puis, au premier assaut de l'inquiète angoissante, je suis retombé dans les sables mouvants. Depuis mars, je m'y débat. Les noms sont sans importance. Sont-ils autre chose que des noms de hasard, des noms fortuits, et si ce n'était pas cela, d'autres? Il reste que maintenant, je sais quel est mon plus grand triomphe. Et à ce triomphe, il manque la chair, il manque le sang, il manque la vie. Je n'ai plus rien à désirer sur cette terre, sauf cette chose que 15 ans d'échec excluent désormais. Voilà le bilan de cette année non terminée que je ne terminerai pas. Tu t'étonnes quand les autres passent à côté de toi et ne sachent pas quand toi tu passes à côté de tant de gens sans savoir. Cela ne t'intéresse pas? Quelle est leur peine? Leur cancer secret? Je m'attachais à l'homme, plus je l'accompagnais vers la mort. Il me semblait, à retracer pointilleusement ses derniers jours, escorter un jeune condamné. Je voulais lui taper sur l'épaule, peut-être même le prendre dans mes bras. Oui, je voulais prendre Pavès dans mes bras. Dans ma tête, je le dessinais d'après les images que j'en avais. Pavès marchait avec les épaules rentrées, en bras de chemise, le dos suant, les yeux gênés par la lumière, les souliers usés, la pipe entre paume et pouce, une petite valise de voyage dans l'autre main. Pavès s'épuisait en vagabondant dans sa ville poussiéreuse, ses odeurs saturées de quais de gare, d'arrière-cuisine mal ventilée, sa couleur ballast, son ciel fouetté par les câbles de tramway, où pour mettre un peu de gaieté, on voudrait pendre du linge bariolé. Je le dessinais sans couleur, me fiant à une confidence d'Ernesto Ferrero, l'écrivain, qui disait de Pavès qu'il était un homme en noir et blanc. J'avais lu un article sur ce retraité japonais qui passait ses journées sur un sentier côtier surplombant une falaise, tristement célèbre pour le nombre d'âmes en peine qui venaient s'y précipiter. Il avait épargné la vie de centaines de malheureux, cet homme ordinaire, ce marcheur solitaire, en venant à la rencontre des candidats au suicide, en causant, en leur tapant sur l'épaule, en les raccompagnant chez elles. Il racontait qu'il commençait toujours de la même manière. Il s'approchait, l'air de rien, et il abordait les gens en leur disant « Bonjour ». Cet homme faisait preuve d'un grand courage. Il osait affronter le malheur des autres.
Avec un simple bonjour, il finissait par sauver une vie. Si j'avais croisé Pavese sous les portiques de la Via Po ou à l'ombre des marronniers du Corso Valdocco, me serais-je approché de lui pour un ciao? Aurais-je seulement tenté de le sauver? En côtoyant ce garçon triste, je me rendais compte que nous passions notre temps à nous protéger des gens malheureux. Nous les évitions par peur d'être infectés. On s'en veut toujours d'avoir refusé la manche à un mendiant, mais que faisons-nous des malheureux? Ils ont un toit, ils ne dorment pas dehors, alors nous les abandonnons à leur sort en pensant que cela passera. De nombreuses imprécisions demeuraient sur ces dernières journées en ville, mais il y avait bien une certitude. Contrairement à ce qu'il affirmait dans certaines lettres, Pavese avait tenté de voir du monde. Il avait appelé ses amis et en leur absence, il avait été chercher la compagnie de visages familiers. Les dernières personnes à l'avoir vu ne furent pas des proches, mais quelques connaissances, des compagnons de route, des collègues de bureau, dirait-on aujourd'hui. Si les amis de Pavese se souviendraient tous plus tard où ils étaient, ces jours-là, à la mer, à Venise, à la montagne, en voyage, seulement 2 témoignages permettaient de retracer ces derniers instants. Pavese n'avait pas seulement traîné dans Turin comme un chien errant, attendant patiemment son heure. Il continua à travailler, à s'user, à répondre aux courriers. Jusqu'au bout, il fit son devoir. Il ne laissa rien traîner sur son bureau, tout était en ordre. Nous étions le samedi 26 août. Ce jour-là, il quitta l'appartement de la Via La Marmora avec un bagage léger qui laissait supposer un départ en week-end au bord de la mer. Italo Calvino était à San Remo, les Einaudi à Forte dei Marmi, les Rota à Varigotti. Maria Luisa, sa nièce, se souvint qu'ils partagèrent un dernier repas ensemble. Il mangea 3 cannelloni, en silence, le visage assombri, puis il sortit et elles ne le revirent plus. La mer, c'était bien cela. Maria Luisa se rappela qu'en prenant congé avec sa valise, il leur avait dit qu'il partait à la mer. La veille au soir, il avait eu une aventure avec une jeune femme rencontrée à la salle gay, un dancing un peu snob qui se délocalisait l'été au bord du Pô, le long du Corso Moncalieri. J'allais vérifier. Aujourd'hui, on n'y dansait plus. Il y avait une école privée internationale. Et en automne, les feuilles mortes tapissaient la promenade. Elles flottaient paresseusement au fil du fleuve. J'imagine qu'il fit la fermeture de l'établissement, en insomniaque égaré, écoutant peut-être les dernières notes de Verde Luna, un tube mélancolique qu'on jouait à la fin des bals. Le samedi, Pavese avait tenté de la revoir. Elle lui aurait répondu avec des mots cinglants. Elle ne viendrait pas car il avait mauvais caractère et il l'ennuyait. La réceptionniste de l'hôtel Roma rapporta que le client de la chambre 49 avait passé la journée à essayer de joindre des gens au téléphone, sans succès. Pavese finit par sortir dans la soirée. Il trouva du monde là où il pouvait, c'est-à-dire dans les rédactions, où même en août, il y avait toujours un peu de monde. Je listais les adresses où on l'avait vu pour la dernière fois, ce samedi 26 août. Sur la carte, elle tenait en un périmètre resserré. À la maison d'édition Einaudi, qui était toute sa vie, Pavese ne trouva qu'un certain Ettore Lazzarotto. Celui-ci se rappela plus tard du passage de son responsable éditorial. Pavese lui demanda si Giulio Einaudi était là. Non, il est en vacances. Et Bolatti est-il encore au bureau? Non, il est en vacances. Lazzarotto raconta que Pavese, contrarié, se dirigea aussitôt vers un grand tableau noir suspendu dans la pièce. Il s'empara d'une craie et écrivit « Merda ». Intimidé, le jeune homme laissa Pavese expulser sa rage. Plus tard, en passant discrètement dans le bureau qui serait transformé en chapelle ardente le mardi suivant, il le surprit avachi, prostré, la tête dans les bras.
Les bureaux de l'Unità, le journal du Parti communiste, étaient hébergés par la Gazzetta del Popolo sur le Corso Valdocco. Je me demandais, en passant sous les fenêtres, si le petit marché du quartier était déjà installé, au milieu du Corso dans ces années-là. En semaine, de vieilles dames y faisaient leurs courses, entraînant leur caddie. Le samedi 26 août, le journaliste Paolo Spriano était de permanence au journal. Le jeune homme de 25 ans raconta avoir vu entrer dans la rédaction un Pavese amaigri et blafard. Sa visite ne le surprit pas. Ce n'était pas la première. Pavese aimait tuer le temps en s'invitant dans les bureaux des uns et des autres. Paolo Spriano profita de sa présence pour descendre aux archives. Le journal venait d'acheter les photos du prix Strega, remis au mois de juin, et il voulait les faire voir au lauréat. Cela l'amuserait sûrement. L'écrivain les regarda, relata Spriano, avec le sourire ironique et distant qui le caractérisait. Pavese lui tint compagnie jusqu'à minuit passé, à moins que ce ne fût l'inverse. Plus tard, dans la nuit, quand arrivèrent les premiers exemplaires du journal du matin, Pavese jeta un œil à la page de une et dit « Voilà un journal noir de titres comme un orage ». Il aurait ensuite proposé à Paolo Spriano de poursuivre ses aventures nocturnes via Garibaldi. Gagné par la fatigue, Spriano se découragea et l'abandonna Pavese dans la nuit de Turin sur la Piazza Castello. Ainsi, même un garçon dans la force de l'âge ne parvenait plus à suivre la course nocturne de Pavese. Il rentra chez lui et apprendrait la mort de son ami 24 heures plus tard. Pavese était insomniaque depuis de longs mois. Il se gavait de somnifères pour tenir debout. La compagnie de Paolo Spriano fut son dernier réconfort, cette nuit-là. Il était allé la trouver dans cette veillée aux odeurs d'imprimerie, dans le bruissement des presses et des machines à écrire. Le papier fut une partie de sa vie, si on ajoutait son doux froissement à celui du vent sur les collines. À l'aube, Pavese regagna sa chambre d'hôtel par le plus court chemin, sans doute en traversant la place Carlo Alberto, depuis laquelle on devine de la gare centrale, au bout de la Via Roma. C'est une avenue grande, grise, inhabitée, qui semble être un couloir vers nulle part. Le pauvre homme remonta seul cette rue pleine d'arcades. Turin, 25 août. Cher Giuseppe, qu'est-ce que c'est que ces crises d'hystérie? Je regrette d'avoir eu le ton noir en parlant à Adèle, mais c'est tout simplement que j'ai l'âme ravagée pour des raisons qui ne regardent que moi. Je suis brisé, je n'ai envie de voir personne, et je paierai à prix d'or un assassin qui me trancherait la gorge pendant mon sommeil. Évidemment, tout cela se sent dans la voix. Je ne cherche aucun réconfort. Je n'en ai ni l'envie, ni le courage. Je vais de l'avant. Je vais de l'avant, sans m'occuper des autres, dans l'espoir que tout soit fini, au plus vite. Pour toi et tes fraternelles protestations, j'ai de la gratitude et de la reconnaissance. Ne pense pas à autre chose. Ciao, Pavese. Turin, le soir du 25 août. Cher Davide, vu qu'on parle de mes amours des Alpes à Capo Passero, je te dirai seulement que comme Cortés, j'ai brûlé mes vaisseaux derrière moi. Je ne sais pas si je trouverai le trésor de Montezuma, mais je sais qu'au plateau de Tenochtitlan, on fait des sacrifices humains. Depuis des années,
Je ne pensais plus à ces choses. J'écrivais. Désormais, je n'écrirai plus. Avec le même entêtement, la même volonté stoïque des langues, j'accomplirai mon voyage au royaume des morts. Si tu veux savoir qui je suis, maintenant, relis La Bête sauvage dans les dialogues avec l'Œil-Co. Comme toujours, j'avais tout prévu 5 ans à l'avance. Moins tu parleras de cette affaire avec des gens, plus je t'en serai reconnaissant. Mais le pourrais-je encore? C'est toi qui sais ce que tu devras faire. Ciao, pour toujours. À toi, Cesare. Sur la porte, le numéro gravé en italique sur un médaillon doré avait changé, mais la chambre était restée la même. L'hôtel Roma était une affaire familiale et les propriétaires avaient choisi de la conserver dans son décor d'alors.
La chambre 346 avait tout le confort d'aujourd'hui, mais sa disposition, son ameublement étaient restés identiques au 27 août 1950. 70 ans plus tard, il était possible de la visiter si personne ne l'occupait. Des centaines de clients y avaient donc dormi, bien souvent, sans savoir qu'ils occupaient la chambre où s'était tué Cesare Pavese. À la réception, je demandais s'il était possible de voir la chambre de Pavese. L'homme, cravaté et cintré dans son gilet, vêtu en noir et blanc, ne s'étonna pas. Il vérifia. Elle était libre. Il sortit un talkie-walkie et demanda à la femme de chambre du 3e étage si elle pouvait ouvrir à un visiteur. D'un signe de la tête, il m'autorisa à monter par l'ascenseur, au fond à droite. Je remarquai, une fois monté aux étages, que ni le réceptionniste ni la femme de chambre, qui me reçut là-haut avec un grand sourire, ne parlèrent du numéro 346, mais de la chambre de Pavese, comme si l'endroit de son suicide avait fini par lui appartenir. L'employé avait laissé la porte ouverte et s'affairait dans une chambre voisine. Elle eut le temps de me dire qu'elle la faisait régulièrement visiter. Une fois traversé le long couloir en moquette bleue, encombré par le trolley des femmes de chambre et l'aspirateur enroulé sur lui-même, j'entrai dans la pièce. En silence, je contemplais les lieux du geste. Je comparais avec une photo d'époque. Il manquait un tapis au pied du lit et le bureau avait changé de place. La salle d'eau avait été refaite. La vieille bassine en étain avait disparu. Bien sûr, suspendu au mur, à droite du lit, il y avait encore le téléphone en bakélite noir, un Olap Milano de chez Siemens. Je décrochai le combiné et j'entendis la fréquence qui prouvait que la machine était encore reliée à la réception. Pour le reste, on imaginait parfaitement le cercueil dans lequel Pavese s'était glissé la nuit du 26 au 27 août 1950. Dans cette chambre simple, qu'on pouvait s'offrir désormais pour une 60aine d'euros, un garçon d'hôtel qui portait sans doute le même uniforme que les jeunes gens d'aujourd'hui découvrit le corps de Pavese le dimanche soir autour de 20h. La lumière était restée allumée. Pavese était encore vêtu, débarrassé seulement de sa veste et de ses chaussures. Il avait les yeux fermés, comme s'il dormait. Une douzaine de boîtes de somnifères et 7 paquets de cigarettes vides encombraient la table et le lavabo. Le suicide. Pavese en avait parlé toute sa vie. Et il avait déjà écrit le sien dans Entre femmes seules. Il fallait le reconnaître dans le personnage de Rosetta, sa fébrilité et son courage, sa manière de vivre en retrait, de s'effacer coûte que coûte. Un jour, la jeune femme finissait par disparaître. On la cherchait dans Turin. Ses amis s'inquiétaient dans des appartements silencieux. Il y avait alors ce passage très beau. On se demandait comment il était possible que quelqu'un qui, comme Rosetta, avait tant besoin de vivre, puisse vouloir mourir. Quelqu'un disait qu'il fallait interdire le suicide. Finalement, on la retrouvait inanimée dans une chambre qu'elle avait louée, via Napion, face aux collines. À 25 ans, Rosetta avait osé accomplir ce que Pavese avait si longtemps reporté. Comme elle, il s'en était allé sans rien demander à personne. Il ne dérangea pas ses amis. Il disparut. Pavese mourut en pleine ville, à l'écart, en secret, comme le font les bêtes quand elles en ont assez de vivre. Journal, le 16 août. Chérie, peut-être es-tu vraiment la meilleure, la vraie,
mais je n'ai plus le temps de te le dire, de te le faire savoir. Et puis, même si je le pouvais, il reste la preuve, l'échec. Aujourd'hui, je vois clairement que depuis que j'ai 28 ans jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours vécu sous cette ombre. Certains diraient un complexe. Et qui le disent donc, c'est quelque chose de beaucoup plus simple. Toi aussi, tu es le printemps. Un printemps élégant, incroyablement doux et flexible, doux, frais, fugace, corrompu et bon. Une fleur de la très douce vallée du Pô, dirait quelqu'un que je connais. Et pourtant, toi aussi tu es seulement un prétexte. La faute, en plus d'être mienne, en est seulement à l'inquiète angoissante qui sourit toute seule. Pourquoi mourir? Jamais je n'ai été aussi vivant, jamais aussi adolescent. Rien ne s'additionne au reste, au passé. Nous recommençons toujours. Un clou chasse l'autre, mais 4 clous font une croix. Mon rôle public, je l'ai accompli. J'ai fait ce que je pouvais. J'ai travaillé. J'ai donné de la poésie aux hommes. J'ai partagé les peines de beaucoup. « 18 août, dernière page du journal. La chose le plus secrètement redoutée arrive toujours. J'écris « Ô toi, aie pitié ». Et puis, il suffit d'un peu de courage. Plus la douleur est déterminée et précise, plus l'instinct de vie se débat et l'idée du suicide tombe. Quand j'y pensais, cela semblait facile. Et pourtant, de pauvres petites femmes l'ont fait. Il faut de l'humilité, non de l'orgueil. Tout cela me dégoûte. Pas de parole, un geste. Je n'écrirai plus.
Notre route, aux côtés de Pavèse, prit fin dans les Langues. À la Toussaint, nous retrouvâmes la terre qui attend et qui est sans parole. La fille à la pommade en avait fini de rallier les deux pays. Désormais, nous vivions ensemble dans une ville déjà morte, sous les pins parasols entourés de ruines. La ligne de train entre la France et l'Italie était coupée depuis de longs mois, et pour longtemps, comme pour nous pousser à vivre de ce côté de la montagne, sans rien attendre du pays natal. Le Piémont nous en rapprochait. Retourner dans les Langues était une manière d'aller chercher soi-même les premiers froids qui n'étaient pas encore descendus au bord du Tibre. En automne, bien après les vendanges, la lune se levait sur des collines en feu. Elle nous surprit un soir, par magie, sur la route de Montforté d'Alba. Elle était ronde comme le ventre d'une femme enceinte. Je n'en avais jamais vu de pareille, ni au bord de la mer, ni ailleurs. Elle semblait si proche. La nuit enveloppait les vignes que nous retrouvions au réveil, rouquines et sanglantes, vert marine, multicolores. En traversant les sous-bois, en flânant sur les chemins vicinaux, l'odeur fumée des branchages en flammes, la terre mouillée, nous rappelait les automnes de toujours. Les feuilles qui tapissaient les sentiers évoquaient les herbiers de notre enfance, les courses d'orientation, le cross de l'école et la récolte des châtaignes pendant les vacances de la Toussaint. L'automne était aussi la saison des aïeux, le souvenir d'une grand-mère délestant patiemment chaque fruit de sa bogue. Sur la tombe de Pavèse, à l'entrée du cimetière de Santo Stefano Belbo, je priais pour les miens déjà morts. Tout n'était pas perdu. Les dimanches matins des Langues devaient bien ressembler à ceux d'alors. Le rire des enfants dans les jardins, les gens de la vigne en bottes et vestes de travail, un verre de dolcetto à la main au bar du village. Les couples de retraités qui dînent en silence à l'auberge. Il y avait même le vieil Eugenio, que les plus jeunes saluaient en traversant la place et qui regardait passer les voitures, les mains dans les poches en chiquant son tabac. En revenant dans les Langues, nous voulions nous arrêter là où Pavèse aurait pu fuir et continuer à vivre, aux côtés de ses ancêtres et de son ami charpentier. Il aurait marché, comme dans ses poèmes, le long d'une colline, les mains derrière le dos, en silence. Au cours de cette fin d'après-midi de Toussaint, dans la douloureuse torpeur des jours de fête qui prennent fin, quand la gorge se noue sans vraie raison, étranglée peut-être par la crainte du jour qui décline, là-bas, dans les Langues, je retrouvais un passage du métier de vivre que je ne cessais alors de relire. Si Pavèse ne m'avait laissé qu'une seule règle de vie à tenir, à maintenir de toutes mes forces, ce serait celle-là. En somme, pourquoi désire-t-on être grand, être des génies créateurs? Pour la postérité? Non. Pour se promener dans la foule et être montré du doigt? Non. Pour soutenir la tâche quotidienne de se persuader que tout ce que l'on fait vaut la peine, que c'est quelque chose d'unique. Pour aujourd'hui, non pour l'éternité. Bravo. Merci.
soir, nous marchions le long d'une colline, en silence. Dans l'ombre du crépuscule qui s'achève, mon cousin est un géant, habillé tout de blanc, qui marche d'un pas calme, le visage bronzé, taciturne. Le silence, c'est là notre force. Un de nos ancêtres a dû être bien seul, un grand homme entouré d'imbéciles ou un malheureux fou, pour enseigner aux siens un silence si grand. Ce soir, mon cousin a parlé. Il m'a demandé de monter avec lui. Du sommet, on distingue, au loin, quand la nuit est sereine, le reflet du phare de Turin. Toi qui habites à Turin, m'a-t-il dit, tu as raison. Il faut vivre sa vie loin de chez soi, profiter, jouir de tout, et puis quand on revient comme moi à 40 ans, plus rien n'est pareil. On n'oublie pas les langues. Il m'a dit tout cela, et il ne sait pas l'italien. Mais il parle lentement le dialecte, qui, comme les pierres de cette même colline, est tellement rugueux que 20 ans de langage et d'océans divers ne l'ont pas entamé. Et il gravit la côte, avec ce regard recueilli qu'enfant j'ai souvent vu dans les yeux des paysans un peu las. Pendant 20 ans, il s'est baladé par le monde. Il partit quand j'étais enfant que les femmes portaient, et on dit qu'il était mort. Puis j'entendis parfois les femmes en parler sur un ton de légende, mais les hommes plus graves l'oublièrent. Un hiver, pour mon père déjà mort, arriva une carte nous souhaitant une bonne vendange, avec un grand timbre verdâtre qui montrait des bateaux dans un port. La surprise fut grande, mais l'enfant qui avait grandi expliqua avidement que le mot provenait d'une île appelée Tasmanie, qu'entoure une mer plus bleue, aux féroces requins, dans le Pacifique au sud de l'Australie. Il ajouta que le cousin pêchait certainement des perles. Puis il ôta le timbre. Tous donnèrent leur avis. Mais tous, ils conclurent que s'il n'était pas mort, il mourrait. Puis tous, ils l'oublièrent, et bien du temps passa. Oh, depuis que j'ai joué au pirate malais, que de temps est passé. Et depuis cette fois où je suis descendu me baigner dans les eaux périlleuses, et où j'ai poursuivi un camarade de jeu sur un arbre, brisant ses belles branches, où j'ai cassé la gueule d'un rival, où j'ai été roué de coups, que de vie est passée. D'autres jours, d'autres jeux, d'autres séismes du sang devant des rivaux plus fuyants, les pensées et les rêves. La ville m'a appris des terreurs infinies. Une foule, une rue m'ont donné le frisson. Parfois une pensée épiée sur un visage. J'ai encore dans les yeux la lumière railleuse des milliers de réverbères sur la cohue des pas. Mon cousin est rentré gigantesque à la fin de la guerre, un des rares survivants. Et il avait de l'argent. Les parents murmuraient à voix basse. Dans un an tout au plus, il aura tout claqué et il repartira. C'est comme ça que les têtes brûlées meurent toujours. Mon cousin a un air énergique. Il acheta un rez-de-chaussée au village et il y fit prospérer un garage en ciment et devant flamboyante une pompe à essence et bien en évidence sur le pont au tournant un grand panneau réclame. Il installa un gars pour encaisser l'argent et lui se balada dans les langues en fumant. Entre-temps, il s'était marié au village. Il choisit une fille blonde et mince comme les étrangères qu'il avait dû sans doute rencontrer par le monde. Mais il continuait à sortir toujours seul, habillé tout de blanc, les mains derrière le dos, le visage bronzé. Il explorait les foires le matin et d'un air sournois marchandait les chevaux. Plus tard, il m'expliqua, quand son plan échoua, qu'il avait projeté de faire disparaître toutes les bêtes de la vallée et d'obliger les gens à lui acheter des moteurs. Mais la plus grosse bête, disait-il, c'était moi qui eus cette idée. J'aurais dû m'en douter qu'ici, gens et bœufs sont une même race. Nous marchons depuis bientôt 1 heure, le sommet est tout près. Autour de nous, toujours plus fort, le vent siffle et murmure. Mon cousin s'arrête tout à coup et se tourne. Cette année, je mettrai sur l'affiche « Santo Stefano a toujours triomphé dans les fêtes de la vallée du Belbo, que ceux de Canelli se le tiennent pour dit. » Puis il reprend sa marche. Un parfum de terre et de vent nous enveloppe dans le soir. Au loin, quelques lumières, des fermes, des autos que l'on entend à peine. Et je pense à la force qui m'a rendu cet homme.
l'arrachant à la mer et aux terres lointaines, au silence qui dure. Mon cousin ne parle pas des voyages qu'il a faits. Il dit tout juste qu'il a été dans tel ou tel endroit et pense à ses moteurs. Seul un rêve lui est resté dans le sang. Une fois, comme chauffeur, il a croisé sur un bateau hollandais le cétacé et il a vu les lourds harpons voler sous le soleil, les baleines s'enfuir au milieu des écumes de sang. Il a vu la poursuite, les queues se dresser, la lutte en baleinière. Quelquefois, il m'en parle. Mais lorsque je lui dis qu'il est de ces heureux à avoir vu l'aurore sur les plus belles îles de la terre, au souvenir, il sourit et répond que le soleil se levait sur un jour qui pour eux était vieux. Merci. Juste un petit mot pour conclure, pour vous remercier à tous et à toutes d'être venus. Merci à toute l'équipe de la Maison de la Poésie pour leur accueil, son directeur Olivier, le directeur du Italissimo évidemment Fabio, et puis à la lumière, au son, tout le monde. Merci à Clémence d'avoir joué le jeu avec moi. C'était très joli. Et voilà. Et le seul objectif, c'était de vous faire envie, de vous donner envie de lire Pavese. Et vous aurez peut-être reconnu, pour ceux qui l'ont déjà lu, le dernier poème, Les Mers du Sud, qui est un poème qui m'accompagne depuis très longtemps et que j'étais très content de lire avec toi, Clémence. Voilà. Et voilà, c'est rare.